Imaginez un instant. Et si le remède était pire que le mal? C'est une question un peu folle, mais c'est exactement le paradoxe qu'on va explorer. On va plonger dans la pensée de deux géants, Foucault et Elich, et leur face-à-face avec le fantôme du totalitarisme. Bon, il faut se remettre dans le contexte. Le XXe siècle, ces guerres, ces horreurs, ça a laissé une cicatrice béante. Et pour toute une génération de penseurs, une seule question comptait vraiment. Une question obsédante. Comment, mais comment, faire en sorte que ça n'arrive plus jamais? Sauf que, voilà le hic. Et si ce remède, cette solution pensée pour nous libérer pour de bon, finissait par créer, sans qu'on s'en rende compte, de toutes nouvelles prisons? C'est vraiment ça le cœur du problème qu'on va décortiquer. Alors, pour bien comprendre un penseur comme Michel Foucault, on est obligé de repartir de la case départ, de la source. Et cette source, c'est un traumatisme collectif qui a complètement hanté l'Europe juste après la guerre. Parce qu'après 1945, l'Europe se prend un fait insupportable en pleine figure. La Shoah, c'était pas juste un retour à une sorte de barbarie primitive, non, c'était bien pire. C'était vu comme le fruit pourri, le produit monstrueux de la modernité elle-même. Et c'est ça qui est absolument glaçant. Cette barbarie, elle n'est pas née de l'ignorance. Pas du tout. Au contraire, elle s'est construite sur les outils les plus pointus de l'époque. Un État fort et rationnel, la science, la médecine, les statistiques, tout ça au service d'une soi-disant vérité collective. Le vrai choc, c'est de réaliser que le problème, ce n'était pas le manque de modernité, c'était la modernité elle-même. Et là, forcément, ça pose une question vertigineuse. Comment faire? Comment s'assurer qu'un État qui se dit rationnel, armé de toute la puissance de la science, ne puisse plus jamais, au grand jamais, produire un truc aussi inhumain? Cette question, elle va littéralement devenir l'obsession de Foucault. C'est le point de départ de tout son travail. Alors il a proposé quoi au juste? Et attention, la réponse de Foucault, ce n'est pas un appel au bon sentiment du genre il faut être plus gentil ». Pas du tout. Sa réponse, elle est chirurgicale, structurelle. Pour lui, si la machine a produit un monstre, alors il faut démonter la machine, pièce par pièce. On pourrait voir ça comme une sorte de programme d'immunisation, mais à l'échelle de toute une civilisation. Vous voyez l'idée? C'est comme s'il voulait injecter un vaccin philosophique dans le corps social pour créer des anticorps et le rendre définitivement résistant à cette maladie qu'est le totalitarisme. Et comment on fait ça concrètement? Eh bien, Foucault propose une sorte de protocole. D'abord, méfiance systématique envers toutes les grandes vérités universelles. Ensuite, toujours se demander qui parle quand la science ou la médecine définit ce qui est normal. Puis, remettre en cause les grandes institutions disciplinaires, l'école, l'hôpital, la prison. Et surtout, le point clé, faire éclater le pouvoir en 1000 morceaux, en micro-pouvoirs. La logique est simple, mais redoutable. Si plus personne ne peut dire « je détiens la vérité absolue », alors plus personne ne pourra justifier l'injustifiable en son nom. C'est fini. Le plan semble parfait, non? Une défense imparable. Sauf que cette stratégie, si bien pensée pour éviter le pire, va avoir un effet secondaire. Un effet complètement inattendu et, on doit le dire, assez ironique. Voilà le paradoxe tragique. Pour ne plus jamais revivre le totalitarisme national, on a tellement déconstruit, tellement dissous les structures de pouvoir, qu'on a aussi dissous ce qui nous permettait de faire société, de créer du commun. En gros, pour se protéger d'un monstre, on a abattu les murs de la maison et on s'est retrouvé à la merci d'autres dangers. Le résultat, c'est quoi? Un vide de sens, des sociétés qui partent en morceaux, plus de grands récits pour nous rassembler. Et comme on le dit souvent, la nature a horreur du vide. Le pouvoir, lui, n'a pas du tout disparu. Il a juste changé de forme. Il s'est métamorphosé. Ok. Alors, si le pouvoir n'est plus dans l'État, cet acteur bien visible qu'on connaissait, la question c'est, mais où est-ce qu'il est passé? En fait, le pouvoir a complètement muté. On est passé d'un modèle à un autre. Avant, c'était simple en quelque sorte. Le pouvoir, c'était l'État-nation. On pouvait le voir, l'identifier. Son autorité était politique, et donc on pouvait s'y opposer politiquement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus flou. Le pouvoir est dans un réseau. Il est partout et nulle part. Son autorité n'est plus politique, elle est technique, administrative, elle vient des marchés, des traités, et là, bonne chance pour s'y opposer. On se bat contre qui exactement? Contre un système? Et c'est là, face à ce nouveau pouvoir en réseau, ce système un peu fantôme, qu'un autre penseur devient soudainement essentiel. Un penseur qui s'appelle Ivan Illich. Illich, lui, y met le doigt sur un truc fondamental, la contre-productivité. L'idée est toute simple, mais elle est géniale. En gros, n'importe quelle institution est créée pour un but positif. Mais si elle grandit trop, si elle dépasse un certain seuil, elle finit par faire exactement l'inverse de ce pourquoi elle a été conçue. Elle devient contre-productive. Pour Illich, le vrai danger, c'est pas le pouvoir en soi, c'est notre aveuglement face à ces seuils. Et des exemples, il en voyait partout. Prenez l'école.
À la base, c'est fait pour stimuler l'apprentissage. Mais quand elle devient une machine énorme, standardisée, elle finit par faire quoi? Par détruire cette même curiosité qu'elle était censée nourrir. Pareil pour la médecine. Son but, c'est de nous rendre en bonne santé. Mais quand elle dépasse son seuil, avec la surmédicalisation, elle finit par nous rendre malades, dépendants, fragiles. Ou encore la sécurité. À force de vouloir une sécurité absolue, on finit par détruire toute forme de liberté. Pour Illich, vous voyez, le problème, ce n'est jamais l'institution en elle-même. Le problème, c'est quand elle perd toute mesure, quand elle n'est plus à une échelle humaine. Du coup, ce que propose Illich, c'est une autre voie, une alternative à la simple déconstruction de Foucault. Pour faire simple, on pourrait dire que la stratégie de Foucault est catabolique. Son but, c'est de décomposer, de casser, de dissoudre le pouvoir. C'est un projet de démolition, en quelque sorte. La stratégie d'Illich, elle, serait métabolique. Lui, il ne veut pas tout casser. Il veut trouver le bon équilibre pour la société. Il veut réintroduire l'idée de limite pour que le système ne s'empoisonne pas lui-même. Et on en arrive au cœur de l'ironie tragique. Le plus jamais ça de Foucault a peut-être, sans le vouloir, ouvert la porte à une autre forme de totalitarisme. Un totalitarisme beaucoup plus diffus, plus technocratique, contre lequel on ne sait même pas comment lutter. Le défi aujourd'hui, ce n'est donc pas de revenir en arrière, mais de réapprendre collectivement à se fixer des limites, dans un monde qui, justement, a fait de la non-limite son projet. Ce qui nous laisse avec cette question finale, immense. Dans un monde qui a tout fait pour abolir les limites au nom de la liberté, comment est-ce qu'on fait pour la préserver? C'est peut-être ça, la grande énigme qui nous reste à résoudre.